Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine du moucheur. Alors sans plus attendre, on commence tout de suite par la leçon de lancer autrichien, car je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vous entraîner dans le pré d'à côté ou sur le parking du supermarché. En tout cas, vous êtes tous de plus en plus doués au bord de l'eau. Dans technique et matériel cette semaine, je vous parle encore du lancer autrichien. Aujourd'hui, nous parlons de l'amplitude du geste au rapport à votre soie, à votre canne, à votre distance. Voyons, dans le lancer traditionnel, anglais ou français, en tenant la canne avec le pouce, nous avons un geste qui va de 10 heures à 1 heure. Voilà. Ça, tout le monde sait. Alors on dit qu'on n'y va pas plus loin derrière pour ne pas toucher par terre. Alors ça, c'est une interprétation qui ne me plaît pas beaucoup, car elle n'est pas logique. En fait, on fait une translation de 10 heures à 1 heure pour avoir une droite. Car si nous avons plus une translation, mais un demi-cercle de 10 heures à 2 heures, nous allons faire donc du bas en haut et en bas. Et donc nous projetons la soie vers le haut et vers le bas. Donc c'est pour ça qu'on touche derrière par terre. Ça, pour moi, c'est pas logique. Il est logique, et on l'a déjà appris pour le lancer autrichien, que notre soie doit se déplacer horizontal, parallèle à l'eau. Et pas faire un demi-cercle, parce qu'un demi-cercle est de toute façon une perte d'énergie, parce qu'au zénith, l'énergie, elle part avant qu'elle doit redescendre en bas. Donc, moi, je refuse ça. Alors, comment on veut faire avec le lancer autrichien? Une soie qui se déplace parallèle sur l'eau, c'est tout simplement qu'on utilise le bras comme un genre de piston qui prend le zénith en soie en se pliant au milieu. C'est-à-dire, au lieu de faire comme ça, donc là je fais un cercle comme ça, qui est magnifique le cercle, on casse le bras et on l'ouvre en arrière. Donc notre pointe de la canne reste toujours à la même hauteur. Regardez bien. Il n'y a pas de demi-cercle, donc la soie, elle n'a pas de perte d'énergie. Ça, c'est important. Alors maintenant, sur l'amplitude. On voit souvent les gens faire des gestes immenses, avec des bras tendus, terribles et tout. Ce n'est souvent pas nécessaire. Je vais vous montrer pourquoi. Il faut que votre canne travaille. Regardez, là, je suis à une distance de soie d'environ 10 mètres, une dizaine de mètres sans le bas de ligne. Regardez le geste que je fais. Il n'y a pas de geste, presque pas. C'est que le doigt qui bouge. Ni mon corps surtout. Pratiquement pas mon bras, que le doigt. Donc ça, c'est la pêche discrète. Il est évident que de plus, la canne est courte. Si j'enlève ici la moitié de ma canne, il est certain que je dois faire un geste plus grand pour la même distance. Bien sûr, car mon avant-bras et mon bras prennent le travail de la canne qui est plus courte. Donc, voilà, on a déjà une relation d'amplitude du geste au rapport à la distance et au rapport à la longueur de la canne. Donc, maintenant, il est très clair que si vous lancez bien, et mon but c'est de vous l'apprendre à la télé ou parmi les stages que j'organise, il est que votre beauté doit être un geste mesuré au rapport à votre distance. Donc, tout fin, tout petit et pas des grands gestes. Pas des grands gestes. Oui, si vous lancez dans votre rivière ou dans votre réservoir à 30 mètres, d'accord, on va allumer, on va aller en arrière. Mais voyez que la soie même à cette distance, même à 3 heures derrière, ne tombe pas parce que l'énergie qui est parallèle la fait pas tomber et elle va devant sans problème, sans forcer. Donc l'amplitude, doucement, doucement, le minimum de gestes pour le maximum de rendement. Souvent dans la rubrique qui suit, dans cette rubrique qui est l'environnement du pêcheur, quand on parle de l'action de l'homme, bien souvent Eric se met en colère avec juste raison. Et là pour une fois, nous sommes allés dans une rivière où l'homme est intervenu et pour une fois, ça a fait du bien aux truites. Aujourd'hui, dans l'environnement du pêcheur, je voudrais vous parler
des enrochements en lit de rivière. Il est vrai que en montagne, et notamment en haute montagne où la pente est importante, par la nature des choses, on a le lit de la rivière qui se crée, qui enlève le petit et qui laisse le gros. Nous avons donc une structure qui est tout à fait importante et nécessaire pour avoir des beaux poissons. Mais de plus nous descendons notre cours de rivière à truite et même à ombre, nous avons la pente qui faiblit et souvent des rivières uniformes avec un lit de rivière qui est de droite à gauche quasiment pareil. Le résultat est souvent que nous avons une population de truites qui correspond à peu près à la même taille. Il y a aussi un autre problème. Si le courant sur la totalité d'un cours d'eau est pareil, le substrat est pareil, et comme nous le savons déjà, nous avons une population d'invertébrés, donc d'insectes qui nourrissent la truite, qui sont de même type, c'est-à-dire soit des fouisseuses quand il y a du sable, soit des nageantes s'il y a du gravier, soit des pétricoles s'il n'y a que des roches, et ainsi de suite. Ici, nous avons une belle expérience qui est faite pour des kayaks en fait, mais qui a tout à fait ses fruits, qui porte ses fruits pour la pêche, car nous avons ici un parcours aménagé, c'est-à-dire qu'on a cassé la monotonie du lit de la rivière. Pourquoi c'est important? Premièrement, ces gros cailloux que vous voyez sont des obstacles de l'eau. Donc dans son flou naturel, l'eau est cassée. Il s'est ralenti devant le caillou et il est ralenti derrière le caillou. Ça fait que, vu que l'eau avance partout, il est plus rapide à droite et à gauche du caillou. Ça fait que nous avons au rapport à l'uniformité de lit de la rivière, un ralenti, plus de courant et le courant normal plus loin. Qui fait que déjà, côté insectes, nous trouvons ici, même si ça correspond qu'à 1 mètre carré, à des populations qui ne sont pas des mêmes. Donc pourquoi c'est important pour nous? Sachant que des insectes pétricoles, qui sont des larves plates qui vivent dans des gros courants, sont surtout représentés dans leur forme adulte, donc j'appelle ça adulte, près d'émerger et en émerger en printemps, nous n'avons pas si il n'y a que de l'eau calme. Si nous avons ici l'eau moyen courant, et donc on sait que ce sont des insectes de taille petite qui sont surtout à la fin de printemps et en début d'automne, nous n'avons pas les autres. Donc il n'y a qu'une pluralité de biocénose, micro-biocénose, qui peut nous permettre qu'il y a des insectes pour tout type, pour tout mois dans l'année qui nourrissent des truites. Premièrement. Deuxièmement, bien entendu, sur une lit de rivière de même profondeur, de même vitesse d'eau, de même granulométrie, nous avons des mêmes tailles de truites partout. Or, avec ces cailloux, avec ces gros enrochements, nous créons artificiellement des trous d'eau qui peuvent héberger des truites nettement plus grosses. Donc pour nous pêcheurs sportifs, pêcheurs de mouches, on a besoin de prendre des truites qui font 20, 25, 30 cm, mais nous avons aussi le plaisir d'en prendre des plus grosses. Et uniquement avec, donc je parle bien des rivières de basse montagne, où le lit est uniforme, avec l'enrochement, nous créons quelque part quelque chose d'artificiel, mais qui est très très bien pris par le poisson et surtout habité par les insectes. Alors on était bien au bord du Gave, au pied de Sauveterre de Béarn, mais on va être bien aussi derrière notre étau pour la rubrique La Semaine du Moucheur, où on va fabriquer une mouche superbe qui, si elle ne prend pas de poisson, et Eric vous prouvera le contraire bien sûr, vous pouvez toujours la mettre à votre chapeau, car elle sera magnifique. La mouche de cette semaine est une nymphe qui prend du poisson, comme toutes les mouches que je vous montre toutes les semaines. Et vous savez très bien que si je n'aurais à pêcher qu'avec une seule, pendant toute l'année et dans toutes les eaux du monde, c'est avec cela d'aujourd'hui que je pêcherai. Alors, souvent on arrive au bord de l'eau et on n'a pas de gobage, ni sur émergente, ni sur sèche. On a tout de suite envie de pêcher quand même et on se dit quoi? Alors, la nymphe que je vous propose aujourd'hui est une nymphe bon partout où il y a un peu d'eau, où il y a des galets, du gravier, donc
pas des rivières où il n'y a que du sable et de la vase, mais plutôt des rivières de moyenne montagne ou de haute montagne. Cette nymphe, comme on va voir de suite au tableau blanc, est une imitation des plécoptères, mais elle peut être aussi tout à fait utilisée pour des mouches de mai, donc toutes sortes d'éphémères. Elle est assez grande, donc elle se voit de loin pour le poisson. On peut la lester si on veut, donc elle y va profond. On va tout faire, tout bon. Voyons maintenant comment on la monte. Cette nymphe que j'appelle nymphe des plécoptères, mais qui est quand même un nymphe bon à tout faire, se monte sur un hameçon creeper. Donc on a une courbure dans l'hameçon qui fait que on donne un peu la courbe des grosses larves qui sont arrachées par le fond, qui sont emportées par le courant et qui sont donc pris en dérive organique par les truites. Donc on utilise un hameçon spécifique qui fait mieux que l'hameçon tout plat. Ensuite, on a 2 cercles, parce que je dis que c'est un plécoptère, si c'est 3, ça sera une éphémère. Mais bon, j'en mets 2, c'est plus joli, c'est le choix du jour. Et ensuite, on va donc faire un abdomen qui vient ici, dans la mousse poilue. Donc en fait, c'est un matériel qui peut être remplacé par évidemment toutes sortes de dubbing ou par des laines même ou par tas de produits mous, mais on utilise ici des body gills parce que c'est joli. Alors qu'est-ce qu'il y a intéressant ensuite, c'est qu'on va mettre dessus quelques fibres de cristal flash doré qui vont venir ici, qui s'arrêtent ici. Alors ça va faire le bac, le dos. Donc ça va faire qu'on voit bien par en dessous le corps poilu et au-dessus on a un truc doré très brillant. Pour fixer bien entendu ces fibres de cristal flash, nous allons mettre un petit cerclage en cuivre qui va faire la segmentation du corps en même temps qu'il va fixer. Ensuite, arrivé devant, on va donc installer juste comme ça 2 paires de bio doigts aussi. On pourra mettre 3, donc 6, mais bon, ici on fait dans le simple. On va ensuite créer le thorax avec du dubbing qui va faire un peu de volume et des poils qui dépassent tout le côté. Et on va refermer, donc on va enlever ça. On va refermer par un petit sac à l'air avec le même cristal flash devant. Donc ça nous fait une nymphe qui a un côté très très imitatif, avec des poils et avec des petits aspects qui sont vivants, qui bougent dans l'eau. Et au-dessus, on a quand même un côté attractif, comme dans beaucoup de nos mouches, qui donne quand même, qui déclenche l'agressivité de prendre. Cette mouche est très très prenante dans les eaux claires de Slovénie, d'Autriche, d'Irlande, partout où vous allez et où il n'y a pas de gobage. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel et matériaux pour la monter. Il nous faut bien entendu un étau pour tenir notre hameçon, un paire de ciseaux pour des travaux fins, un paire de ciseaux pour des tinsels et autres, un porte-bobine avec du fil noir comme d'habitude avec un enfileur si on casse. Il nous faut ensuite uniquement du vernis et une aiguille à dubbing. Ça suffit pour cette mouche. Maintenant, qu'est-ce qui concerne les matériaux, des hameçons. Donc, comme je vous ai expliqué, des hameçons creeper qui sont un peu courbés. Ensuite, nous utiliserons des bio. Donc, ce sont des plumes d'ailes, doigts qui sont pointus pour faire des cercles et des pattes. Nous avons le corps, donc qui est le body giz. C'est un mousse qui est un peu mou, mais qui a des petits poils pour faire le volume du corps, qui existe naturellement dans beaucoup de couleurs. Nous avons ensuite du cristal flash qui fait le bac, donc le haut de la mouche. Ce sera fixé avec du cuivre pour le tenir. Et enfin, nous avons du dubbing, il y aura du lièvre, donc un peu gros, pour faire le thorax. Avec tous ces matériaux, nous allons nous mettre maintenant à l'étau pour la réaliser. Comme d'habitude, on commence par les enroulements du fil de montage. On va en arrière. On prend 2 bio-doigts
pour faire des cercles. Ensuite, quelques fibres du cristal flash pour faire le bac, donc le dos, qui sont immédiatement mises avec plusieurs enroulements. Ensuite, le cuivre qui va faire la segmentation de l'abdomen de la nymphe. Et on met le body gills qu'on a coupé en biais pour éviter de faire une bosse derrière. On va devant avec le fil de montage. On enroule le body gills qui se recouvre lui-même et qui fait donc déjà une segmentation et qui fait un corps vraiment volumineux et poilu pour vraiment donner l'impression de la vie. On coupe l'excédent. Ensuite, on rabat au-dessus du cristal flash doré qui fait donc le bac, mais on garde pour la boîte à ailes l'excédent. Ensuite, la segmentation se fait par l'enroulement du cuivre qui donne en plus une solidité supplémentaire à cet artificiel et qui la rend très jolie. Voilà, on a fait la première partie de la nymphe qui est terminée. Ensuite, il nous reste à fixer des deux paires de pattes, donc à droite et à gauche du thorax. Donc pareil, des billots. Ici, on ne fait pas trop attention à vraiment le mettre droite-gauche comme il le faut, parce que ça donne une impression de vie toute simple. C'est une mouche quand même qui est très subjective. On termine quand même avec une touffe de dubbing d'oreille du lièvre qui fait le volume du thorax. Et ensuite, il nous reste seulement à plier le cristal flash pour faire un sac à l'air et le terminer en le fixant devant. Voilà. On forme la tête en même temps. On a fait un beau sac à l'air. On termine avec, comme toujours, 3 clés. On coupe. On met une goutte de vernis. Et la mouche est terminée. Et oui, c'est déjà la dernière séquence de notre émission. Et on ne s'y est pas pris bien de bonne heure. Alors on va aller faire le coup du soir, mais on sait bien que c'est souvent à ce moment-là que les truites entrent en activité et qu'on a une chance de les prendre. Alors on va essayer de le faire avant qu'il fasse nuit. Aujourd'hui, technique de pêche, rime, coup du soir, espoir. Effectivement, en été, toute la journée, la bronzette, partout des jolies filles au bord des rivières, mais pas beaucoup de belles truites, parce qu'il fait très chaud, l'eau fait 16 degrés, c'est déjà un peu haut pour les truites, pour l'eau, moi ça va encore, mais les insectes qui n'aiment pas la lumière se cachent. Aussitôt que le soleil est derrière la montagne, l'activité des invertébrés augmente, et évidemment des prédateurs qui sont toujours, c'est la règle écologique numéro 1, là pour suivre leur proie. On a donc pour le moment ici encore une rivière calme qui est très limpide, où on croit qu'il n'y a pas de fond, mais là-bas il y a bien 2 mètres de fond. Et ici, si on lit la rivière, on voit ici c'est une pente légère avec du gravier clair, et en face on a des enrochements qui sont avec des mousses par terre dans lesquelles on peut espérer se cachent des nombreuses truites. Il faut donc pêcher de ce côté-là qui est moins profond vers l'endroit le plus profond où il y a du beau poisson. Maintenant, coup du soir en été,
il n'y a pas de miracle, c'est le sedge. Normalement, le sedge, c'est idéal pour le coup du soir, en sèche, en émergente flottante et en émergente plongeante. Maintenant que nous sommes ici ensemble, j'observe que pour le moment, on a peu de gobage. On a donc peut-être quelques sedges qui sont dans leur fourreau, dans leur cocon, prêts à éclore, mais pour le moment, ça ne se passe pas. Ça va souvent se passer juste à la tombe de la nuit. On ne pourra pas filmer ça parce que vous ne verrez rien sur votre écran. Mais je suis sûr que les poissons connaissent les habitudes de leur proie, donc des chrysalides, des sedges, et ils sont déjà en place. Et je vais essayer maintenant, donc, avec une imitation de sedge pupa plongeante, de leurrer les truites qui vont tout à l'heure certainement gober en surface, des imagos qui veulent gagner la berge. L'éclosion de sedge se fait rapidement. On lance, bien entendu, le plus près à la berge en face, le sedge pupa. On laisse couler un peu, on tend le fil immédiatement et on le tire en travers de l'eau. Si vous le laissez dériver sans tirette, vous avez moins de chances de touche. Pas encore, mais ça va venir. Et bien, le premier qui a pris petit. Je sais pas pourquoi, mais souvent, je commence par le petit et ça va de plus en plus gros. Bon, mais malgré, on voit bien, ça gobe pas encore. Ah ben, j'ai dit une connerie. De suite, on voit que ça a bien gobé. Mais bon, où elle est cette petite truite? Malgré, avec le sedge pupa, ça marche. Alors on va s'en débarrasser vite fait de cette petite truite. Ça mérite vraiment pas qu'on passe du temps avec ça. Parce que maintenant, la nuit, le temps coûte cher. C'est quand même tout à fait truite de taille pour la France quand même. Mais bon, on s'en fout. On la relâche. Hop. Et on y va de suite pour prendre sa maman. Ça y est. Eh ben, il était temps. Il était temps. Ça, c'est pas petit. Disons que ça va faire à peu près quelque chose de potable. Oh oui, ça va. Une truite qui a encore pris juste pour vous avant qu'il fait noir. Encore le sedge pupa dragué sous l'eau au fond. Bon. Pourtant aujourd'hui le coup du soir c'est pas
Culeux quand même, regardez ça, il n'y a pas de gobage. Heureusement que je choisis la nymphe. Le poupa. Ah oui, elle est complètement dedans. Voilà, encore un beau poisson. La nuit tombante. Vous voyez, pas de gobage. Et mes jantes sèches, ça marche quand même. Et moi, je vais pouvoir manger ça avec un beurre blanc. Allez, à la prochaine. Bon, alors je crois que 5 minutes de plus et on n'aurait pas pu voir le poisson. En tout cas, en attendant, il me reste quelques secondes pour vous dire au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine. Et en attendant, entraînez-vous et prenez du poisson. À bientôt.